그렇죠? Veuillez vous asseoir. La reprise des débats. Et la parole est encore à l'accusation. Maître, vous pouvez poursuivre l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Cohen, j'aimerais poursuivre les questions. Après l'arrestation de Hunim, est-ce que des membres de son réseau ont également été arrêtés? Réponse. Après l'arrestation de Hunim, des gens qui travaillaient au sein de son ministère ont été retirés. Des membres de mon service ont également été retirés. Question. Savez-vous si la femme et les enfants de Hunim ont également disparu? Réponse. Sa famille a également disparu, mais je ne savais pas si elles ont disparu en même temps que lui ou par la suite. Question. Connaissiez-vous la femme de Hunim? Réponse. Je l'ai vue, mais je ne connaissais pas son nom. Question. D'après le procès-verbal de votre audition par le bureau d'éco-juge d'instruction, le document E3/438, vous avez dit que après l'arrestation de Hunim, des personnes ayant participé à la formation avec vous ont été retirées également en Khmer à la page 0037 34 33 en anglais, 0037 58 73 et en français 0042 64 80. Comment saviez-vous que des membres du personnel travaillant au sein du ministère de la Propagande avaient été arrêtés suite à l'arrestation de Hunim? Réponse. Je savais que après l'arrestation de Hunim, d'autres arrestations ont eu lieu successivement au sein du personnel du ministère. Précisément, au sein de mon groupe, il ne restait plus que moi. Je ne savais pas où on les a emmenés. Parmi tous les stagiaires ayant suivi la formation avec moi, j'étais le seul qui restait. Question. Dans ce même document, E3/438, à la page en Khmer 0037 34 33, en anglais 0037 58 74 et en français 0042 64 31. Vous avez parlé
d'arrestation de plusieurs personnes, y compris du dénommé Sol. Qui était Sol? Réponse. Sol et Ol étaient au ministère avant mon arrivée. J'étais en quelque sorte un nouveau venu. On m'a affecté pour travailler avec Ol. Sol était responsable du service de radiodiffusion. Par la suite, lorsque Hunim a été arrêté, un petit peu plus tard, Sol a également été retiré. Il ne restait plus qu'une seule personne dans le service de Sol. Dans mon service, j'étais le seul qui restait. Et je savais qu'il ne restait plus qu'une personne dans le service de Sol parce que je connaissais cette personne. Il s'appelait Tep. Je savais que Tep venait de Sfaria. C'est tout ce que je savais. Question. Merci. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, j'aimerais faire afficher à l'écran la liste de prisonniers ayant été interrogés le 18 avril 1978. C'est le document IS 16-109, page 0003 9907 en khmer, en anglais 0074 67 62 et en français 0071 02 69. Ce document indique que l'un des prisonniers s'appelait Chin Siu alias Sol. Il s'agit de rafraîchir la mémoire du témoin, Monsieur le Président. Le Président, oui, allez-y. L'accusation. Merci. Monsieur le témoin. Dans ce document intitulé Nom de prisonnier interrogé le 18 avril 1978 à S21, parmi les prisonniers mentionnés, il y a Bun Chen Su, alias Sol. Il était le chef du groupe, responsable du téléscripteur AK-33. Est-ce bien la personne, le dénommé Sol, qui a disparu de votre ministère? Réponse. Je ne saurais vous dire s'il s'agit de la même personne ou pas, parce que je ne connaissais pas son nom d'origine. Tout ce que je savais, c'est qu'il avait travaillé là avant mon arrivée et qu'on l'appelait Sol. Et qu'il était responsable du téléscripteur. Je ne saurais dire ce qu'il est devenu après avoir été retiré. Question. Merci. Le dénommé Sol travaillait-il également au bureau K33? Réponse. Le dénommé Sol que je connaissais travaillait à ce bureau également. Question. Merci. Je vais passer à un autre sujet concernant le rôle de Nunchia. Avez-vous jamais vu ou rencontré Nunchia
pendant la période où vous travaillez au ministère de la Propagande. Réponse. J'ai rencontré Nunchia et je le connaissais parce qu'il venait à cet endroit. Question. Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois? Réponse. Je ne le rencontrais pas à un endroit spécifique. Néanmoins, le matin, je le voyais arriver. Il venait voir ce qui se passait au sein de mon service. Je ne savais pas de quoi il s'occupait. Je n'ai pas eu de contact direct avec lui. Je ne lui ai pas parlé. Mais parfois, je lui envoyais des documents. En dehors de cela, je n'avais pas d'autre contact avec lui. Question. Quand Nguyen Chia apportait les documents, vous souvenez-vous de quel type de documents il s'agissait? Réponse. Je ne sais pas quoi vous répondre. Vous me demandez si Nguyen Chia a apporté les documents? Question. Vous venez tout juste de dire à la Chambre que vous avez vu Nguyen Chia, même si ce n'était pas fréquemment, et qu'il arrivait à Nguyen Chia de venir apporter les documents. Vous souvenez-vous de quel type de documents il s'agissait et quel était le contenu de ces documents, si vous vous en souvenez? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La défense de Nguyen Chia demande la parole. Allez-y, maître. Maître Pao. Merci, monsieur le président. Dans la traduction en anglais, l'interprétation en anglais, le témoin semblait dire que c'était le témoin qui envoyait des documents à Nguyen Chia. Donc peut-être pourrait-on demander au témoin si c'est ce qu'il a dit en khmer? Le procureur. Monsieur le président, à des fins de clarification, puis-je avoir votre permission de demander au témoin de parler de cela à nouveau? Le président, vous devez poser des questions précises. Le procureur. Le témoin a dit plutôt qu'il avait rencontré Nguyen Chia et que Nguyen Chia avait apporté un document. Et donc j'aimerais savoir si c'est Nguyen Chia qui a apporté les documents. À lui ou à quelqu'un d'autre? Ma question, monsieur le témoin, vous venez de dire à la Chambre que Nguyen Chia apportait les documents. À quel service ce document était-il destiné? Réponse. Je ne comprends pas votre question. Vous dites que j'ai parlé d'un document? Je n'ai rien dit de la sorte. Comment pouvez-vous dire que j'ai parlé d'un document? Je
Je ne sais pas ce que vous avez entendu. Et maintenant, vous me posez une question. Vous dites que Nuncha a apporté des documents. Mais je ne me souviens pas de ce que je vous ai dit. Le procureur. Nuncha a-t-il apporté des documents là où vous travaillez? Réponse. Je n'ai aucune connaissance de tel document, mais moi, je lui ai apporté l'imprimé qui sortait de la machine. C'est-à-dire que les informations, les renseignements au sein de mon service lui étaient envoyés, mais l'échelon supérieur ne m'envoyait pas de documents. C'est ce que j'ai dit. Le procureur. Je vous remercie. Vous avez dit à la Chambre que le matin, Nuncha se rendait à votre service. Est-il allé à votre service, à d'autres services? Et que faisait-il? Réponse. Il avait son propre lieu de travail. Où il était, je n'en sais rien. Mais quand quand il venait voir à mon service le matin, il jetait un coup d'œil et nous demandait si on avait déjà mangé, quelque chose du genre. Et se faisait sa ronde. Parfois, il venait voir là où je travaillais, la salle, la chambre à coucher ou la cuisine. Il jetait un coup d'œil. Et c'est comme ça que je l'ai vu. Question. Vous souvenez-vous du, des fonctions qu'il occupait à l'époque où il est venu rendre visite à votre service? Réponse. Je, je sais. Après que l'on ait retiré Hunim, c'est Yunyat qui l'a remplacé. Après Yunyat, c'est Nuncha qui est venu la remplacer, elle. Donc, je ne sais pas exactement quel était son poste. Et je ne savais pas si ce poste était figé dans un document. J'ai entendu à la radio qu'il faisait partie du comité permanent. Et ce n'est que lorsqu'il est venu à mon milieu de travail, à mon service, que j'ai su ce qu'il faisait. Question. Et à part son rôle comme membre du comité permanent, savez-vous s'il avait un autre rôle au ministère de la Propagande? Réponse. Je ne connaissais pas son poste, ou quelles étaient ses fonctions, ou s'il était responsable du ministère. Mais le matin, tous les matins, il venait. Mais je ne savais pas s'il avait la responsabilité générale du ministère. À l'époque, je ne le savais pas. Question. Au ministère, avait-il son propre bureau au ministère?
Réponse. Il n'y avait pas de bureau en tant que tel. Il avait son lieu de travail. Il s'y essayait. Des fois, il se promenait. Mais c'était ouvert. Il n'avait pas son propre bureau fermé. Question. Cela veut-il dire que son bureau était aussi à l'intérieur du bâtiment où se trouvait votre service? Réponse. C'était un gros bâtiment. Il y avait plusieurs pièces. Et lui travaillait dans le même édifice. Il y avait d'autres groupes de travail dans l'édifice. Mon service était dans un autre bâtiment, mais c'était dans le même complexe. Question. À l'époque, Nunchea a-t-il organisé des séances de formation politique ou des séances d'études? Réponse. Les séances de formation politique font partie du mouvement révolutionnaire. Il y avait donc toujours des séances de formation politique, ou des séances d'études plutôt. Il y avait toujours des séances d'études, et la pratique qui était déjà établie avant qu'il arrive s'est maintenue après son arrivée. Question. Vous souvenez-vous d'avoir participé à des séances d'études politiques animées par Nunchea? Réponse. Il y avait plusieurs des réunions. Il y avait par exemple des réunions qui répétaient les instructions données lors de la précédente réunion, mais ce n'était pas fondamental. Et parfois, il parlait directement à la personne pour lui donner des instructions. Question. Dans le procès-verbal de votre audition devant les cours d'instruction, vous avez indiqué que lorsque Nunchea est arrivé, on a donné l'instruction de ne pas parler des peuples nouveaux et des peuples de base. On retrouve cela à la page en Khmer 0037 34 36, en anglais 0037 58 75 et en français 00 42 64 33. Saviez-vous pourquoi on a interdit cette distinction entre le peuple ancien et le peuple nouveau? Réponse. Je n'ai pas analysé cette question, mais à l'époque, l'instruction est. Il a dit de ne pas parler du peuple du 17 avril ou peuple nouveau et le peuple ancien, qui était les gens de la base. Son instruction était de réduire dans la mesure du possible l'utilisation de ces termes. C'est
tout ce que je savais. Question. Toujours dans cette réponse que l'on retrouve à la même page, E3 bar 438 ERN en Khmer 00 37 34 35 en anglais 00 37 58 75 et en français 00 42 64 32, dit le procureur. Vous avez dit qu'il y avait... On avait mis en avant une théorie qui disait que, je cite, faire en sorte que ce soit propre pour nettoyer les ennemis des rangs. Qui a prononcé cette expression? Réponse. D'après mes souvenirs, cela remonte à l'époque où Yoon Yat était venu s'occuper du ministère. Question. Pendant les réunions animées par Nguyen Cheon, a-t-il parlé des traîtres ou des ennemis? Réponse. Je ne me souviens pas s'il en a parlé. S'il l'a fait, je ne m'en souviens pas. Ma mémoire n'est pas très bonne. Mais il est probable qu'il n'en ait pas beaucoup parlé. Ou peut-être est-ce que je ne m'en souviens pas. Et c'est pourquoi je ne peux répondre à votre question. Question. Lors des réunions ou des séances d'études qui se sont tenues à l'extérieur du ministère de la Propagande, avez-vous assisté à de telles réunions? Réponse. Je n'ai pas participé à d'autres réunions à part celles qui s'étaient tenues au ministère. Question. Lors des séances de critique et d'autocritique qui s'étaient tenues au ministère de la Propagande, avait-elle lieu fréquemment? Réponse. Pendant le régime, il y avait des réunions quotidiennes et une réunion qui avait lieu tous les 10 jours environ. Et c'était cette réunion où l'on faisait les critiques et les autocritiques. Les réunions quotidiennes portaient surtout sur la production, le rendement au travail. Question. Qui assistait à ces réunions quotidiennes et qui animait la réunion? C'était le chef du service qui présidait la réunion quotidienne. Et
Lors de cette réunion, l'on faisait rapport de notre rendement quotidien. La réunion qui avait lieu aux 10 jours, elle était une réunion de critique et d'autocritique. Le procureur, merci. À propos de cette réunion aux 10 jours, qui animait la réunion? Les réunions de critique et d'autocritique étaient en général présidées par le chef du groupe. Parfois, même le chef du service. Et c'est dans mon service, on critiquait les membres du personnel du service, et c'était la même chose dans d'autres services. Question. Savez-vous pourquoi on tenait des réunions de critique et d'autocritique? Réponse. Il était dit qu'il fallait respecter les instructions de l'échelon supérieur pour augmenter la production. C'était le but des réunions. Renforcer la production et notre position politique personnelle. Nous devions nous efforcer de travailler plus efficacement à la réalisation des tâches qui nous étaient confiées. Question. Lors des séances de critique, quelqu'un a-t-il jamais avoué ses défauts et quelles étaient les mesures prises, le cas échéant? Réponse. Au sujet des réunions de critique et d'autocritique, c'était surtout pour nous nettoyer. Et on se nettoyait en avouant nos fautes. Il y avait des réactions à ces aveux. Les gens, après avoir été critiqués, les gens étaient malheureuses et cette personne devait se corriger. Car nous avions comme théorie que nous ne pouvions voir nos propres fautes. Et donc que seules d'autres personnes pouvaient nous les signaler. Et c'est pourquoi il fallait être critiqué afin de nous améliorer. Et donc l'on se mettait dans une position d'être critiqué, mais l'on pouvait à notre tour critiquer d'autres participants lors de la réunion. Question. Vous avez dit à la Chambre que lorsque quelqu'un avouait ses erreurs, on critiquait la personne pour qu'elle s'améliore. Comment cela avait-il lieu? Pouvez-vous nous décrire le processus? Réponse. Je n'étais pas au courant des erreurs graves. Pour les erreurs plus mineures, comme nous travaillions ensemble, on se le disait à la face de l'un de l'autre, en personne. Si quelqu'un commettait une erreur sans suivre les instructions, cette personne a été considérée comme une personne libérale. Ce qui signifie que cette personne avait contrevenu à la discipline et qu'elle avait échoué
qui n'avaient pas respecté les instructions. Donc voilà la nature de ces réunions de critique et d'autocritique. Question. Ceux qui contrevenaient aux instructions et qui étaient considérés comme des libéraux, quelles étaient les mesures prises contre ces personnes dites libérales? Réponse. D'après mon expérience, ceux qui obéissaient aux instructions continuaient de s'y conformer. Et il y avait d'autres qui avaient une position libérale. Et avaient des idées plus libérales et qui n'écoutaient pas les autres. Et lors des séances de critique et d'autocritique, nous conseillons mutuellement. Et c'est ce que j'avais remarqué sur mon lieu de travail. Mais je ne comprenais pas vraiment quelles étaient les mesures prises contre ces personnes. C'était des séances de critique et d'autocritique interne et propre à notre service. Question. Après, plutôt, vous avez dit que certaines personnes soulevaient les défauts d'autres membres du personnel au sein de votre service. Et vous avez dit que les masses parlaient des défauts aussi. Quand vous parlez des masses, à qui faites-vous référence? Réponse. Dans ce contexte, et d'après mon expérience, les masses faisaient référence au parti et à la Ligue de jeunesse. Moi-même, je faisais partie des masses, mais j'étais quelqu'un d'ordinaire parmi ces masses. Et je ne rentrais pas dans le cadre d'une organisation quelconque. Par la suite, nous avons été intégrés aux forces internes. Question. Lors de votre audition par le bureau des co-juges d'instruction, vous avez dit que les magazines ont été envoyés à votre service tous les mois. Et ce, dans le document E3/438 à la page 0032 34 35, en khmer, en anglais 0037 58 75 et en français 0042 64 32. Lorsque les revues étaient distribuées au sein de votre service, saviez-vous pour quelle raison on a adressé ces revues à votre service? Réponse. Les revues étaient envoyées à notre service. J'en ai parlé lors de mon audition.
Je ne savais pas pourquoi on nous envoyait ces revues. À ce moment-là, je n'avais pas beaucoup de temps pour les lire parce que j'avais beaucoup de travail et il y avait des retards dans mon service. Donc j'avais du travail à faire tous les jours. Je ne lisais pas les revues. Je savais simplement qu'elles étaient diffusées au sein de mon service et nous les avons stockées. Mais je ne m'en suis pas beaucoup occupée parce que à ce moment-là, je me concentrais sur mes fonctions principales. Question. En parlant d'un autre sujet, vous avez dit aux enquêteurs que le bureau 870 était le bureau du centre et que les hauts dirigeants y travaillaient. Cela se trouve dans le document E3/438 à la page en Khmer 0037 34 35. En anglais 0037 58 75 et en français 0042 64 32. Vous avez dit que le bureau 870 était le bureau des hauts dirigeants. Comment le saviez-vous? Réponse. J'ai déjà répondu à cette question, mais j'aimerais apporter une précision. Je l'ai su grâce à mes amis. Je ne savais pas exactement où se situait ce bureau. Ce sont mes amis qui me l'ont dit. Et c'est un ami qui m'a dit que les hauts dirigeants travaillaient à cet endroit, c'est tout. Le procureur, Monsieur le Président, je n'ai plus de questions à poser à ce témoin et j'aimerais donc céder la parole à mon cher confrère. Thank you, Mr. President. Le coprocureur international. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Kiev-N. Je m'appelle Maître Dale Lysack. Je fais partie du bureau des coprocureurs également. J'ai encore quelques questions à vous poser ce matin. D'abord, je vais vous demander de remonter à la période 1974 où vous étiez milicien ou soldat dans le district de Kampong Leng. Pendant cette période, étiez-vous au courant de la bataille d'Udong lorsque la ville a été prise par les forces révolutionnaires? Réponse. En 1974, pour remonter à cette période, j'en étais au courant, mais pas de façon organisée. Je l'ai su par d'autres personnes. Moi, j'habitais dans la forêt et ce sont des messagers qui me l'ont dit. Je l'ai su par bouche à oreille. C'est ainsi que j'ai appris qu'Udong a été pris par les forces révolutionnaires. C'est ce que je savais à l'époque. Je n'étais pas au courant des détails de cette victoire. Question. Avez-vous su ce qui est advenu des habitants d'Udong après que la ville ait été capturée
par les forces révolutionnaires en 1974. Réponse. Les forces révolutionnaires ayant capturé Udong, bien, je n'en avais pas connaissance en détail, car à cette époque, j'habitais mon village natal et Udong était plutôt éloigné de mon village. Je n'avais pas connaissance des détails, donc. L'accusation. Merci, monsieur le témoin. J'en viens à un autre sujet que vous avez abordé avec mon confrère. Ce matin, vous avez mentionné des évacués d'une ville de la province de Kampong Chhnong qui sont arrivés dans votre village ou dans votre commune. À quel moment ces évacués sont-ils arrivés? Et à ce moment-là, a-t-on cherché à savoir si certains d'entre eux avaient des liens avec le régime de Lon Nol? En d'autres termes, à savoir si eux-mêmes ou des membres de leur famille étaient des officiels au sein du régime de Lon Nol? Réponse. Voici ce que je peux répondre à cette question. Les évacués étaient envoyés dans les coopératives de ma commune. Moi, je faisais partie de la division militaire. Je n'étais pas en contact avec la population à cette époque. Mon unité était chargée de la construction de digues. Les évacués nouvellement arrivés ont été intégrés au sein des coopératives. Ma compagnie était chargée de la construction de digues et de barrages. Cette tâche nous a été affectée par l'autorité supérieure, donc je n'avais que peu de connaissances concernant les évacués. Question. J'aimerais parler maintenant de la période où vous étiez au ministère de la Propagande. Vous avez dit à mon confrère que lorsque des nouvelles sortaient de l'appareil dont vous étiez chargé, que vous preniez ces imprimés pour les livrer à un autre service. De quel service s'agissait-il? Réponse. Les imprimés qui sortaient du téléscripteur étaient en plusieurs exemplaires qui étaient livrés à d'autres endroits, mais je ne savais pas où on les diffusait. Je n'en avais pas connaissance. Moi, je les envoyais à un endroit qui était chargé de les recevoir. Question. Vous avez dit avoir travaillé par quart. Est-ce que votre supérieur hiérarchique vous a intimé l'ordre de faire en sorte que cet appareil soit surveillé jour et nuit? Est-ce que vous avez reçu ce genre d'instruction de la part de votre supérieur hiérarchique au ministère de la Propagande? Réponse.
c'était mon responsable qui organisait notre planning. Il s'appelait Hall et c'est lui qui organisait les cars pour l'équipe de mon service. Question. Vous receviez donc le planning de la part de Hall. Est-ce que ce planning était organisé de façon à ce qu'il y ait quelqu'un affecté à tout moment à la surveillance de cet appareil, jour et nuit? Réponse. À cette époque, on m'a demandé de surveiller l'appareil, de vérifier qu'il ne se coince pas et que les impressions se font correctement. Ça, c'était le règlement intérieur et c'était l'autorité supérieure qui désirait que ces impressions se fassent correctement et sans perturbation. Donc nous devions garder un œil sur la machine à tout moment. Question. Merci. Vous avez également dit à mon confrère que lorsque Nunchia venait au ministère, lorsque Nunchia était au ministère, vous lui portiez parfois des imprimés. Est-ce que les documents que vous lui apportiez étaient justement des documents imprimés qui sortaient de l'appareil dont vous aviez la charge? Réponse. Les documents imprimés que je transmettais aux autres services étaient imprimés par cet appareil. Il n'y avait pas d'autres documents en dehors de ceci. Je les diffusais aux autres services qui, eux, devaient ensuite les rediffuser ailleurs. Question. Ma question cherchait à savoir si c'était ces mêmes documents que vous apportiez à Nunchia lorsqu'il a commencé à se rendre au ministère. Réponse. J'ai transmis peu de documents à Nunchia. Je ne suis pas en train de dire que je ne lui ai jamais envoyé de documents, mais il n'y en avait que très peu. Comme je l'ai déjà dit, il y avait un autre service responsable de la transmission des documents imprimés. Je n'ai livré que quelques documents à Nunchia. J'en ai effectivement transmis, mais très peu, parce qu'il y avait un autre service qui avait la charge de diffuser ces documents imprimés à leur destinataire. Question. À ces quelques reprises où vous l'avez fait, qui vous a demandé d'apporter ces documents à Nunchia? Réponse. Je peux rajouter que, en fait, on ne me l'a pas dit directement.
Si je le voyais, je le lui remettais. Si quelqu'un venait chercher les imprimés, alors je leur remettais. Il y avait simplement quelques occasions où personne n'est venu récupérer les exemplaires et je les ai donc remis directement à Nunchia. Question. Merci de cette précision. Voici ma dernière question. Pourriez-vous nous dire à quel moment, pendant quelle période de la période du Kampuchea démocratique est-ce que Nunchia a commencé à venir au ministère de la propagande? Réponse. Nunchia a pris la responsabilité du bureau K33. J'ai déjà dit dans mon audition qu'il est venu se charger de ce bureau. Il est venu au moment où les troupes vietnamiennes sont entrées au Cambodge. Lorsque Hu Nim a été arrêté, c'est Yun Yat qui l'a remplacé. Lorsque les troupes vietnamiennes sont arrivées au Cambodge en 1979, c'est alors que Nunchia est venu remplacer Yun Yat. Je ne me souviens pas de la date exacte, c'est ce dont je me souviens. Le ministère était d'abord dirigé par Hu Nim, puis à la fin de 1977, c'est Yun Yat qui l'a remplacé. Et ensuite, en 1979, lors de l'arrivée des troupes vietnamiennes, que Nunchia a pris la charge de ce ministère. L'accusation, je vous remercie. Monsieur le témoin, le bureau des coprocureurs tient à vous remercier d'avoir répondu à nos questions. Monsieur le Président, nous n'avons plus de questions. Le Président. La parole est maintenant aux co-avocats principaux des parties civiles. Maître Pic Ang. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. J'aimerais céder la parole à Maître Lau Chen-Ti et Maître Ben-Ye qui vont interroger ce témoin. Le Président. Oui, allez-y. Maître Lau Chen-Ti. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous, ici au prétoire et dans la galerie. Et bonjour à ceux qui suivent ces débats par des moyens audiovisuels. Bonjour, Monsieur Quen. J'ai un certain nombre de questions à vous poser concernant ce que vous avez vu et vécu. Tout d'abord, j'ai une question concernant l'évacuation
des habitants des villes. Tout à l'heure, l'accusation vous a interrogé concernant cette évacuation. J'aimerais vous demander si vous saviez quels étaient les motifs justifiant l'évacuation des populations et tout particulièrement celle de Phnom Penh. Réponse. Si vous voulez savoir si j'étais au courant des motifs derrière l'évacuation de Phnom Penh, cela dépasse mes connaissances. Comme je l'ai indiqué dans mes réponses, lors de la prise de Phnom Penh, j'étais encore à la campagne. Je n'ai appris la victoire que par l'intermédiaire d'autres personnes. J'ai appris qu'on évacuait des populations, mais on ne m'a pas expliqué les raisons. J'ai simplement constaté à cette époque que des résidents des villes de province ont également été évacués vers les campagnes. Je ne savais même pas que Phnom Penh était évacué. Je savais simplement que des résidents des villes de province arrivaient dans les campagnes. Question. Tout à l'heure, ce matin, vous avez dit avoir été transféré à Phnom Penh. Rappelez-vous à quel moment exactement vous êtes arrivé à Phnom Penh? Réponse. J'ai été transférée à Phnom Penh. J'ai d'ailleurs déjà répondu à cette question. C'était vers la fin de 1975 ou le début de 1976. Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais lorsque je suis arrivée à Phnom Penh, on m'a envoyé à un bâtiment qui se trouvait proche du Palais Royal et c'était vers la fin de la saison des pluies parce que je sentais que le vent venait du nord-ouest. C'était peut-être fin 75 ou début 76. Question. Lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh, peu de temps après, vous avez été affecté au ministère de la Propagande et de l'Information. Avez-vous reçu une formation quelconque avant d'y aller? Réponse. Lorsque je suis arrivée au ministère de la Propagande et de l'Information, on m'a apporté une formation technique et purement technique. On nous a expliqué comment utiliser des téléscripteurs. Le bureau de la téléscription était divisé en plusieurs parties. Il y avait une partie chargée des réparations, une autre partie des dactylographies et aussi une section chargée de la diffusion. Et moi, j'étais affectée à la réparation des machines à écrire
Et par la suite, je devais également capter des informations. On nous a formés à l'usage des téléscripteurs pendant 3 mois. C'était une formation théorique suivie d'une pratique de 3 mois. J'ai appris donc ces aspects techniques. Nous souhaitions être en mesure de faire ce travail et donc il fallait maîtriser le sujet. En tout, donc, j'ai reçu 3 mois de formation technique suivi de 3 mois de formation pratique. Question. Qui étaient vos formateurs pendant cette formation? Réponse. Les formateurs étaient chinois. Ils étaient envoyés par la Chine. Question. Pendant combien de temps est-ce que ces formateurs ont assuré votre formation? Pendant 3 mois ou 6 mois? Réponse. Ces formateurs étaient envoyés au Cambodge pour assurer une formation de 6 mois. Ils nous enseignaient la théorie ainsi que la pratique. Question. Combien de personnes ont suivi la formation avec vous et d'où provenaient-elles? Réponse. À ce moment-là, les personnes suivant la formation venaient de différents endroits. La formation était d'ailleurs divisée en plusieurs classes. Dans mon groupe, il y avait une quinzaine d'étudiants. Je ne me souviens pas du nombre exact. Nous étions entre 10 et 15 dans chaque classe. Le président, merci. C'est l'heure de suspendre l'audience pour le déjeuner. L'audience sera suspendue jusqu'à 13h30. Huissier d'audience. Veuillez vous occuper du témoin afin qu'il puisse se reposer pendant la pause déjeuner et faire en sorte qu'il soit ici avant 13h30. La défense de Nunchia, vous avez la parole. La défense de Nunchia. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Nunchia souffre de maux de tête, de douleurs lombaires et de difficultés à se concentrer. Il souhaite suivre les débats de cet après-midi depuis sa cellule de détention temporaire. Le document de renonciation est prêt. Le Président. La Chambre prend acte de la demande exprimée par Nunchia par l'intermédiaire de sa défense, demandant à suivre les débats pour le reste de la journée à distance par des moyens audiovisuels pour des raisons de santé. La Chambre fait droit à la demande de Nunchia qui pourra suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire pour le reste de la journée. Il a renoncé expressément à son droit à être présent au prétoire.
la défense de Nunchea devra soumettre le document de renonciation signé par M. Nunchea. Les équipes audiovisuelles devront mettre en place les liens nécessaires permettant à M. Nunchea de suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire pour le reste de la journée. Garde de sécurité, veuillez accompagner les accusés aux cellules de détention temporaire, d'où M. Nunchea pourra suivre les débats cet après-midi et raccompagner M. Kyo Sampan ici avant 13h30. L'audience est suspendue.